d'être le numéro 1, le number one. Mais pas Madagascar. À 14 ans. C'est déjà 50%. Dire que ce salon, ça va être votre salle de classe. On est censé avoir 1 million de bacheliers. Donc remplacer. Non, vous ne serez pas remplacés. C'est complètement une insulte envers ceux et celles qui... Même dans l'échec, je veux dire. Ma Elle mère, bosse comme personne aussi. elle bosse comme pas possible. J'étais complètement au sol. Et... Dans la riziculture, Ok. dans la pisciculture, Les étudiants aussi. Aujourd'hui, dans Storytime, on a le grand plaisir d'accueillir Lou et Ryan. Bonjour les gars et bienvenue dans le podcast. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez, chacun votre tour, vous présenter un petit peu votre background, qui vous êtes Alors tu commences, Ryan? Oui. Alors, je m'appelle Ryan Ndiamaïr. Actuellement, j'occupe le poste de cofondateur et de directeur des opérations de FI Madagascar. En même temps, je suis aussi lead développeur. Du coup, je développe des applications vraiment à côté, en parallèle de mes activités. Pour connaître un peu sur moi, alors actuellement, j'ai 23 ans. J'ai eu mon bac à 15 ans. Depuis, j'ai fait un cursus purement dans l'informatique, notamment des études auprès de CNAM Madagascar, d'ITUS Madagascar, et très récemment d'intégrer du coup un master en management, du coup auprès d'ISCAM, parce que c'est là où justement, on va sûrement en discuter dans nos discussions, mais à un moment donné, c'était aussi un des parcours que j'ai quand même voulu faire. Ok, d'accord. Ouais. Donc je pense brièvement sur moi. D'accord. Donc moi c'est Lou. Donc je suis le cofondateur de la Haute École d'informatique de Madagascar qu'on a créée en 2021, donc il y a 3 ans. Et avant ça, j'ai fait un parcours assez classique de développeur et de technicien, de manager, de tech lead en informatique. Mais pas à Madagascar. Donc j'étais un peu partout dans le monde. J'étais à La Réunion, j'étais en France. Et avant ça, j'ai fait presque toute ma scolarité à Madagascar, dans 1 million d'écoles. J'en citerai peut-être quelques-unes au cours de la discussion. Mais donc un parcours scolaire à Madagascar, un parcours professionnel en France et un retour professionnel à Madagascar à travers l'école. Ok, d'accord. Super intéressant. Déjà, peut-être, moi, je voulais savoir comment vous vous rencontrez, à quel moment, en fait, vous vous croisez dans la rue ou en after-work et vous vous dites, salut gars, viens, on va monter une école un petit peu ensemble d'informatique sur Mada. Je te laisserai fort. Alors, Ryan, c'est mon frère. Ok. Voilà. Donc, pour la rencontre, c'est facile. Voilà. Ouais, la rencontre, c'est facile. C'est que je suis sorti, c'est très clair. Il y a 23 ans, voilà. J'avais pas trop le choix, à vrai dire. Donc, j'étais obligé de le rencontrer. Ok, donc aventure familiale. Ouais, c'est une aventure familiale. Après, l'idée de l'école d'informatique en particulier, d'abord pour l'informatique, j'ai envie de dire qu'il a copié sur moi. Ouais. Alors, c'est très particulier parce que il y a quand même, il y a quand même un parcours assez frappant de similarité entre mon parcours et son parcours. On a fait presque les mêmes écoles. On a eu notre bac à peu près au même âge. Donc, toi aussi, tu l'as eu relativement tôt, du coup Il y a 14 ans. À 14 ans. À 14 ans. Oui. C'est un peu familial aussi. Ça rend de famille, en fait, le truc. Et ensuite, j'ai fait un parcours d'informatique, lui aussi. Et puis, donc, à un moment, je me suis dit, écoute, pourquoi pas une école d'informatique? Lui était tout le temps sur place. Moi, j'étais à l'étranger. Donc, une des difficultés de l'entrepreneuriat, surtout à Madagascar, c'est d'avoir des gens à Madagascar. Ah oui. Et du coup, moi, ça m'arrangeait bien que lui soit ici. Oui. Et peut-être pour ajouter par rapport à ça aussi, pourquoi en particulier l'informatique? Parce que le numérique, c'est quand même un domaine, l'école plutôt. Pourquoi une école en particulier dans le domaine du numérique? Il y a aussi un peu de tout ce qu'on a un peu vécu, en fait, de se dire qu'il y a toujours l'informatique, c'est vraiment une technologie qui évolue de façon continue. Et c'est là aussi où on a vu qu'il y avait des choses qu'on pouvait apporter un peu à notre sauce pour l'éducation, en fait. Et c'est un peu dans ce sens-là aussi, on se dit que, il y a l'aspect impact, on va dire, social par rapport à l'éducation. Mais il y a aussi l'aspect business le marché, franchement,
Oui, Voilà. oui. Et pour un peu plus de contexte, alors, moi j'ai fait un doctorat en informatique. Donc, j'ai déjà enseigné dans le cadre de mon doctorat quand j'étais à La Réunion. Très peu, hein, j'ai fait que 20 heures d'enseignement officiellement, mais l'enseignement, c'est quelque chose que j'avais depuis toujours en moi. Depuis que j'étais petit, je constituais des petits groupes alors je me projetais pas en tant qu'enseignant, mais je constituais des petits groupes d'études. Et puis on bossait ensemble, et comme j'étais un peu le major de la classe, ça venait naturellement vers moi, la responsabilité d'aider un peu les autres. Et 3 ans après que j'ai mis le pied dans la carrière professionnelle, j'ai commencé un peu à réfléchir sur comment est-ce que je pouvais aider les étudiants malgaches à avoir un peu le même parcours que moi, parce que ce passage à La Réunion, c'est vraiment un des grands points qui a changé ma trajectoire professionnelle, on va dire. Et c'était une bourse, parce qu'on ne pouvait pas du tout se permettre de financer des études à l'étranger. Donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais refaire un peu ce système de bourse pour que des gens en profitent. Donc j'ai fait un programme qui s'appelle le VAT, qui a permis donc là le passage d'à peu près une dizaine de personnes, d'étudiants de tout part de Madagascar. On a des gens de l'ENI, de l'UCM, toutes filières confondues, qui partaient de Madagascar jusqu'en France, et donc qui sont maintenant, certains sont déjà en travail, donc une très bonne situation professionnelle. La difficulté, ou plutôt le petit regret que j'ai eu, c'est que c'est 10 personnes. C'est juste 10 personnes. Et c'est beaucoup de budget qui est mobilisé Mais comment tu fais tourner? C'est une association, du coup? Oui, c'est plutôt comme, c'est comme un prêt étudiant. Ok. Mais sauf que le prêt étudiant, il est très standard dans les pays occidentaux comme la France, les États-Unis. À Madagascar, c'est compliqué. Ah oui. Et c'est compliqué plus encore quand les étudiants en question viennent de Béquille, par exemple, du fin fond de Madagascar. Ils se disent, quelle banque, raisonnablement, va se dire, voici des gens, des étudiants très intelligents qui méritent d'être financés. Donc, c'est pas des bourses au sens subvention où c'est donné, c'est plutôt des prêts où c'est prêté et ensuite c'est remboursé plus tard. Mais donc, malgré tout, ça fait quand même une grosse trésorerie à mobiliser pour 10 personnes. Et je me suis dit, pour la même somme mobilisée, je pense que les 10 personnes-là, à Madagascar, ça pourrait impacter... Ouais, x5 x 10, quoi, au moins. x5 x 10. Et il se trouve que maintenant, on a 250 étudiants, donc c'est même x 2,5. Ouais. Ok, x 12, x 20. Ouais. Moi, j'ai jamais fait mon calcul de toute façon. C'était pas 25. Pas 25. Ok, d'accord. Ok, super intéressant. Peut-être ma question, c'est, toi, t'as fait le choix de partir? Toi, t'as fait le choix de rester? Exactement. C'est quoi qui fait ça? C'est, toi, t'as resté parce que, je sais pas, Alors, particulièrement pour ma part... Parce qu'il y avait une meuf, en fait, et donc, Elle est là? Elle est là? Ah, ok! Ah, bon, ok, je savais pas, du coup. Ok. Non, en fait, pour être un peu plus sérieux, alors moi, c'est indépendamment de l'informatique, parce qu'au fait, pour rebondir un peu sur ce qu'il avait dit avant, alors, juste une question pour toi, à peu près, entre nous deux, parce que lui, du coup, c'est l'aîné. Ouais. Et tu nous donnes à peu près quel âge de différence. Parce que c'est un truc qui ouais. Attention quand même à ta réponse. Attention quand même un peu. Bon, là, en fait, je suis en train de regarder les recherches qu'on a faites. Il y a un âge approximatif, du coup. Là. Je crois à peu près 10 ans d'écart. Plus ou moins? 8 à 10. Ah oui, c'est ça. 8. Ouais, ok, d'accord. 8 ans. Okay. Merci à ma collègue pour les recherches qui... Et ça, généralement, tu vois, c'est un peu ça, l'influence du grand frère avec le petit frère. C'est pas forcément un truc qui était fait volontairement. Mais bon, tu vois, moi, du coup, lui, il a eu son bac. Moi, j'avais, quel âge? J'avais 6 ans. Ouais. c'est ça. Et quand tu vois un peu le truc, ça, c'est vraiment l'âge où tu vois un peu comment ça se passe, tout ça.
et ça a influencé sur l'informatique. Alors vraiment, c'est pas juste une influence passive comme ça. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup actuellement. C'est juste qu'entre temps aussi, c'est un peu la vision qui se complète enfin entre nos deux. Moi, j'ai une vision vraiment entrepreneuriale et c'est là où j'ai vu qu'à Madagascar, il y a quand même encore beaucoup d'opportunités. Et c'est un peu ce choix-là de rester actuellement et d'exploiter un peu cette partie-là. Et donc, continuer dans cette carrière. Oui. Parce que même maintenant, le fait est que comme on travaille aussi avec beaucoup d'entreprises un peu partout dans le monde, notamment toujours dans le cadre de HEI ou oui, toujours dans le cadre de HEI, okay. parce qu'on a nos étudiants qui sont en alternance. Donc, il y a certains de nos étudiants qui sont en alternance avec des boîtes en France et aux États-Unis. Et du coup, avec cette proximité, il reçoit quand même régulièrement beaucoup d'offres pour partir. Pour partir en tant que développeur, en tant que tech lead à l'étranger. Mais justement, on s'est dit que nous, en tout cas pour l'instant, en tout je sais cas. pas ce que tu vas faire plus tard, mais pour l'instant, c'est ici qu'on est. Ok, d'accord. Alors, on va reprendre le cours de notre discussion, mais juste le temps d'un instant, on a en fait le concept qui s'appelle Fast Check. Je vous donne le choix entre deux choses. Vous choisissez. Front-end ou back-end? Back-end. Ah ouais, pareil en plus là. JavaScript ou Python? Python aussi. Ah, vous êtes vraiment, après, tu vas répondre après parce que sinon... Ouais. Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. Harry Potter. Ok. Un effort. Rougail saucisse ou Eno Bridge? Rougail saucisse. C'est bon. Compliqué. J'aime les deux. Je peux pas choisir. Tu vas choisir les deux? Ok. Open space ou bureau? Open space. Alors, comme c'est mes entreprises maintenant, c'est open space, mais quand j'étais salarié, j'aime bien dans mon coin. T'aimes bien dans ton coin? Pas tout le monde. Ouais. Pour ça, quand tu passes d'école et tout, tu vois, c'est ça. Alors moi, t'es pas obligé d'aller aux toilettes, tu vois. Ouais, c'est ça. Sport ou se détendre à la maison? Se détendre. C'est ça. Ah, ok. Il y a quelques rigolades. Genre, le sport, c'est ils connaissent. Ok. Bah, merci du coup, les gars. Quand on décide d'ouvrir une école sur Mada, enfin, quand vous avez décidé d'ouvrir une école sur Mada, c'est quoi le plus gros challenge auquel vraiment vous vous êtes confronté, où là vous vous êtes dit, ah ouais, ça j'avoue, on n'avait peut-être pas trop anticipé. Alors, je pense que... Étant donné que c'est toi qui es sur place. Ouais, c'est toi qui est sur place actuellement. Au fait, c'est un peu au niveau administratif, je pense. Là où on a eu le plus de difficultés, notamment vu que nous, on suit le système LMD, du coup, et on est habilité par la MISUPRES, mais pour acquérir cette habilitation, c'était vraiment beaucoup de travail, non seulement, et de temps, au fait, mais vraiment le travail qu'on a dû faire là-dessus, c'était énorme. Ouais, ok. Et en particulier, au fait, ce qui nous a quand même beaucoup aidé, c'était que, justement, on collabore avec des gens de confiance, des gens qui sont tout à fait compétents. Et ça a été même très bien souligné au moment où on a fait les dépôts de dossiers, comme quoi ils nous ont même directement conseillé d'offrir un branche de master. Ok, d'accord. Ok, cool. Ouais, parce que tellement les enseignants, ils étaient qualifiés, au fait, ok. ils se sont dit, pourquoi pas, vous n'ouvrez pas directement aussi le master, parce que là, c'est bon. Mais dit comme ça, au fait, c'est assez rapide, mais c'est la complication de cette tâche, c'était... Maintenant qu'on l'a vu, c'est derrière nous, mais c'est vrai que c'est un parcours de combattant. Et
Et donc, bien sûr, comme c'est l'éducation, il y a vraiment un besoin il faut bien formaliser tout ça. On peut pas non plus enseigner n'importe quoi aux étudiants malgaches. Donc, le ministère a tout à fait sa légitimité dans cet encadrement, mais ça peut être un peu plus facilité, on va dire. Ok. Question peut-être par exemple, pourquoi avoir opté justement pour le système LMD plutôt par exemple que pour un système de bootcamp par exemple, comme ce que ferait par exemple le wagon, l'étranger Sur cette question, si on regarde le marché de la tech en ce moment, vu qu'il y a notamment le wagon et toutes les autres formations de bootcamp, il y a une sorte de saturation en termes d'employabilité au niveau des formations où, alors je parle pas de la reconversion, mais des gens qui vraiment ont fait comme première expérience, premières études supérieures entre guillemets, les bootcamps. Et il y a, je crois que c'est sur ce genre de formation l'insertion professionnelle mondiale, pas à Madagascar, mondiale, c'est environ 18 mois. Donc tu passes 6 mois de bootcamp, mais en moyenne, tu as ton premier job au bout de 18 mois. Et donc, si tu dis que en plus tu es malgache, avec tout le contexte et l'image que les gens du monde ont de nous, ça peut facilement arriver à plus que 18 mois. Donc, autant tout de suite aller sur des formations où, comment dire, où il y a plus de, c'est plus difficile, c'est 3 ans, 5 ans, donc c'est plus dense comme formation, mais c'est plus technique certainement, mais à la fin il y a moins cette saturation du marché. Donc nous on réfléchit vraiment sur le potentiel d'insertion professionnelle des étudiants. Donc moi je viens d'une carrière académique au début, j'ai fait un doctorat, puis j'ai fait un postdoc au commissariat à l'énergie atomique, donc très axé recherche de pointe et de l'art. Mais notre vision chez HEI, c'est pas ça, c'est plutôt la recherche, c'est très bien, il faut le faire, mais bon, nous notre priorité c'est d'avoir un job. Oui. D'avoir un job, d'avoir de l'argent qui rentre, et donc ce qui maximise, en tout cas dans la tech en ce moment, on parle tout le temps de pénurie de la tech. C'est pas une pénurie en quantité, c'est là où les gens se trompent. Il n'y a pas de pénurie. Moi, oui, non, pas du tout. Moi, j'ai quelques autres boîtes aussi qui gravitent autour de HEI. Oui, pour en parler après, effectivement. Et donc, je suis directeur technique dans d'autres boîtes tech et je fais régulièrement des entretiens d'embauche. Je peux vous dire que pour un poste, je reçois régulièrement 50 CV. Je suis complètement satisfait en termes de quantité. Ok, d'accord. C'est pas la quantité qui pêche, c'est la qualité. Donc, on peut tout à fait sortir des tas de gens qui font de l'informatique avec une maîtrise moyenne, mais ça ne remplacera jamais des gens compétents qui ont passé le temps qu'il faut. Donc, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, mais en tout cas, le temps qu'il faut pour acquérir les compétences qu'il faut. Et justement, le taux d'insertion des étudiants de HEI aujourd'hui, il est comment? Enfin, en termes peut-être de pourcentage sur, je sais pas, sur 6 ou 12 mois, je sais pas c'est quoi la référence que vous prenez pour... Alors, pour expliquer ça, je pense, en fait, dans notre cursus, on intègre l'alternance à partir de la 2e année. Donc, les étudiants, ils étudient, ils travaillent en même temps à partir de la 2e année. Et pour chiffrer un peu tout ça, sur les 250 étudiants, donc il y a 25 étudiants qui sont en alternance actuellement. Sachant que c'est encore la première promotion, du coup, il n'y a pas encore de sortants en soi. On aura nos premiers sortants d'ici la fin de l'année. Mais les chiffres actuels, donc c'est par rapport à ça. Ok, d'accord. Donc c'est à peu près donc c'est à peu près 10% actuellement par rapport à notre système. Ah oui, quand tu prends toute la promotion. Noël 3, on est 50. Hein. C'est ça. Donc on est 50 et 25 sont déjà en alternance avec des boîtes en France et au Canada, et aux États-Unis. Ok, personne en fait reste ici, quoi. Je veux dire, dans le sens où les boîtes locales en fait recrutent moins que. En fait, si, on a quand même quelques-uns. On a quelques-uns avec qui nous collaborons. Bien sûr. Bien sûr, ça reste quand même
Mais la plupart de ces boîtes aussi ont leurs clients finaux à l'étranger. Alors ça, c'est une grosse particularité de la tech malgache. Alors bien sûr, il y a un marché intérieur qu'il faut adresser, bien sûr. Mais quand même, l'essentiel du chiffre d'affaires de la plupart des boîtes tech à Madagascar, ça se fait à l'étranger. Et c'est tant mieux parce que on a une balance commerciale déficitaire. Donc, si on peut rentrer devises, voilà, donc si on peut exporter pour combler ça, c'est tant mieux. Et ces étudiants-là, participent déjà. Donc, le taux d'insertion professionnelle, bon, déjà, on est à 6 mois avant la fin de la L3, c'est déjà 50%. 25 sur 50. Ouais, en gros, demain, si je veux recruter quelqu'un en L3 chez vous, faut que j'ai le parler en euros, quoi. Je vais dire, de quelle arrière tu me parles Ok, non, mais c'est bien. En vrai, je pense que franchement, ça permet aussi, c'est là que c'est toute, je pense aussi la force que représentent les métiers du numérique. C'est justement de se dire, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup ce cliché de digital nomade, voilà, bon, on va bosser au bord de la plage à Bali ou à Nosy-Be, du coup, avec son laptop tant qu'on a Internet. Mais effectivement, ça montre qu'en fait, aujourd'hui, avec les bonnes compétences et je pense le bon réseau, parce que je pense aussi que c'est des partenariats que vous avez réussi à établir avec d'autres entreprises extérieures, ben, ça permet justement à des jeunes de je pense, de pouvoir bien vivre, franchement, et ça, c'est vraiment ça, je pense, c'est toute la beauté, je pense, justement, de ce genre de métier. Oui, parce que justement, sur ces 25-là, ils sont rémunérés, et le fait est que leur rémunération est suffisamment importante pour non seulement couvrir tous leurs frais de scolarité, donc ils ne paient rien, mais en plus ils ont de l'argent. Donc c'est comme si on a refait un peu le système de bourse que les écoles publiques font, mais sauf que nous on n'a pas l'argent de l'État, malheureusement. Nous on a l'argent des entreprises. Voilà, on a l'argent. Voilà. Et bah d'ailleurs justement, est-ce que certains de vos étudiants vous accompagnent justement sur vos divers projets notamment les autres boîtes par exemple sur lesquelles toi tu travailles en parallèle donc de HEI. Toi aussi tu disais que tu faisais du coding aussi, tu vois, en parallèle de HEI. J'imagine que vous prenez quand même quelques étudiants parfois quand il y a le besoin se fait sentir. Hein. Oui. Ouais. Vous faites quoi d'ailleurs? C'est quoi les autres activités des autres boîtes justement, il y a le développement d'applications. Il y a une ESN, essentiellement, du coup. C'est juste que c'est sur différents projets, d'une certaine manière. Ok, c'est-à-dire, vous n'êtes pas spécialisé, par exemple, sur un secteur en particulier, genre, je sais n'importe quoi, secteur bancaire, par exemple, ou quoi, mais... alors, c'est pas une spécialisation en soi, mais on travaille beaucoup sur des projets, justement, bancaires, par exemple. On a déjà sur l'intelligence artificielle aussi. En fintech. En fintech, voilà. Et c'est dans ces cas, des projets-là et d'ailleurs, c'est Ryan qui a eu le lead sur cette banque, ce projet. Alors, c'est pas une banque, c'est une néobanque. On a très clairement dit que vous n'êtes pas une banque. D'ailleurs, vous dites pas paiement, vous dites initiation de paiement. Les mots sont très, très importants. Donc, une néobanque, mais quand même une néobanque où il y a une grosse partie de l'équipe qui sont des étudiants. Ah ouais, hein. Super. Oui, avec vraiment beaucoup de flux qui passent, donc des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est quand même une chance incroyable de se dire que tu es étudiant à Madagascar, t'as pas encore fini tes études et tu travailles sur un système qui voit passer tous les jours des centaines de milliers d'euros. D'ailleurs, comment vous faites pour... parce que je pense que c'est un des grands challenges pour tout chef d'entreprise, c'est avoir la clientèle. C'est-à-dire, pas de clients, pas de boîte qui tourne, généralement. Sauf si, du coup, t'es backup et que t'as levé des fonds et que tu peux tenir un peu plus longtemps. C'est quoi votre stratégie, vous, justement, pour trouver ces clients-là? Est-ce que vous avez un canal d'acquisition en particulier ou je sais pas. Alors, nos premiers clients, d'abord, c'est nos étudiants, parce que dans le sens où, d'abord, il y a toutes ces ESN autour, mais avant tout, le cœur de tout ça, c'est l'école. Donc, les clients de l'école, ce sont ces étudiants, évidemment. Et le canal d'acquisition de ces étudiants,
Au début, ça s'est fait principalement sur Facebook. Hein. C'est une acquisition complètement en ligne. Et d'ailleurs, tellement en ligne qu'on a acquis nos étudiants sans qu'on ait de locaux. Ouais. Donc, vous avez lancé la com? Ouais. Il n'y avait pas encore de locaux. Il n'y avait pas encore de locaux. Ok. Juste une image. De notre Une image de notre salon. Ok. Pour dire que ce salon, ça va être votre salle de classe. Mais, pour continuer, en fait, on a quand même eu 60 étudiants préinscrits. Ah oui. Donc, juste avec une bonne communication transparente et complète avec les étudiants, on a réussi à avoir leur confiance et justement, du coup, les permettre de s'inscrire actuellement. Et au fait, ces 60-là, c'est à peu près, du coup, les 50 qui sont en L3 actuellement. Waouh, ok, d'accord. Waouh, incroyable. Ok, donc, super intéressant. Et par exemple, pour l'ENS, comment vous faites, du coup, pour avoir des clients aussi sur... comment vous faites sur ce business-là pour générer du business parce que là, du coup, bon, les clients, ce sont des boîtes à l'étranger, généralement. Comment vous faites? Je veux dire, vous participez à des salons ou... Ça s'est fait en deux parties parce qu'il faut bien comprendre que alors c'est très bien d'avoir une école et d'avoir une ESN à côté et c'est ce qui permet entre autres de t'assurer que ce que tu enseignes est bien ce que tu attends sur l'université. Donc on est servi par nous-mêmes d'abord. Donc avant de comme ça on peut dire oui. Nos étudiants sont bons parce que nous-mêmes on a fait confiance. Donc ça c'est très bien, mais en même temps c'est vraiment deux business très différents. Donc deux business très différents et le risque dans ce genre de choses c'est de s'éparpiller. On est deux cofondateurs et puis il n'y a pas de troisième quoi. Donc on a aussi une formidable équipe d'administration et de management, mais on reste très petit quand même. Et il y a beaucoup de choses à faire et il faut pas s'éparpiller. Du coup, on s'est concentré sur l'école d'abord et puis on s'est dit inbound pour l'ESN. Ce qui marche très très bien. D'accord. Donc pendant 2 ans, c'est quasiment de l'inbound. J'en parle de temps en temps sur LinkedIn, j'en parle à mes potes, à mes copains et puis et copines. Et c'est comme ça que ça vient, quoi. Et oui, ça m'intéresse bien. Complètement de l'inbound. Et maintenant qu'on a un peu plus de stabilité, qu'on a un peu plus sécurisé l'école, on peut se concentrer sur les choses. Alors il y a encore beaucoup de travaux sur l'école, là, mais je veux dire, on a déjà passé l'étape où on ne sait pas si l'école va survivre ou pas. Donc là, vous êtes un peu plus ça, quoi. Voilà. Maintenant, une fois que cette étape est passée, on peut se dire maintenant on fait un peu plus de focus ici et maintenant il y a l'inbound qui marche toujours, mais on commence aussi à être un peu plus agressif. On commence à faire la prospection. Ok, d'accord. Juste pour ce qui est des partenaires locaux, parce que lui, en fait, il se gère surtout du coup des projets un peu plus externes. Moi, c'est plus dans le placement interne, local du coup. C'est un peu plus facile parce que la communauté Tech Canada est assez restreinte et tout le monde se connaît très facilement. Effectivement. Et donc ça vient de bouche à oreille, très facilement, en fait, on arrive à tisser les réseaux et communiquer sur les partenariats. Après, c'est une bonne chose parce que du coup, on parle bien de nous pour l'instant, mais c'est une mauvaise chose aussi dans le fait où le jour où justement on ne parle plus bien de nous et qu'on fait une petite bourde. Je pense après dans le business, je pense à partir du moment où les gens commencent à parler mal. Je veux dire, si t'as ouvert une grosse brèche informatique pour une grosse entreprise, bon là c'est sûr que c'est chaud, mais je veux dire, à partir du moment où je pense que tu commences à avoir des détracteurs, tu vois, c'est que d'une certaine manière aussi, là aussi t'as passé un cap, tu vois. Et les gens commencent à dire, bien sûr. Commencent à casser les pieds, ils commencent à prendre trop de parts de marché, ce genre de choses. C'est vrai. Je pense que vous l'avez vu, parce que c'est dans votre domaine. Il y a un établissement, donc l'école 42 qui s'installe à Madagascar. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est vrai que j'ai envie de dire c'est un peu un mode de fonctionnement qui est, on va dire,
un peu différent. Je pense, en tout cas, dans l'approche, étant donné que bon, il y a pas d'enseignants, que ça peut se faire l'enseignement peer-to-peer, tout ça. Vous en pensez quoi, vous Alors, je pense, je vais répondre en premier. Je te laisse répondre. Alors, avant de s'installer à Mada, au fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec Sophie Ficker, du coup, la directrice de l'école 42. Magnifique personne. Ouais. C'est une magnifique personne. J'ai pu l'accueillir, du coup, dans nos locaux à Ivanch. Justement, on a discuté un peu, elle a voulu un peu savoir comment se passe la pédagogie qu'on applique un peu plus de façon standard à Madagascar. Et bon, pour nous en particulier, parce que bon, le peer-to-peer, c'est vrai que c'est vraiment un mode d'apprentissage différent de ce qu'on a, surtout par rapport au système local à Madagascar. Par contre, dans le cas du numérique, ça pourrait être très efficace, parce que dans le cas du numérique, on a beaucoup de documents accessibles, beaucoup d'informations accessibles. Ça va pas fonctionner pour tout le monde. Donc, il y a toujours cette partie-là où pour tout le monde, ça va pas toujours fonctionner. Mais même au sein de VHI, il y a certaines matières, au fait, où on pousse un peu l'apprentissage par projet. Donc, c'est pas intégralement, mais sur certaines parties où on utilise des projets pour justement donner aux étudiants l'opportunité de voir un peu d'appliquer les compétences sur des domaines réels, et pour que ça soit pas juste un petit projet académique basique, quoi. D'accord. Oui, l'école 42, moi je suis très très content de la venue de l'école 42 à Madagascar. C'est vrai que c'est une pédagogie différente et particulière dans le sens où ça s'applique pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, de toute façon, à leur réunion de lancement, ils disent très très bien, attention, tous les 1 million de tests et la piscine de 1 mois là que vous faites, c'est justement pour bien s'assurer que est-ce que c'est fait pour vous ou pas. Donc ça s'applique pas à tout le monde. Moi, mon point de vue sur l'éducation, c'est plutôt dans le sens où quelle que soit la personne que tu prends en entrée, avec un minimum de bagages, qui est pas forcément super élevé, tu peux faire passer les moins compétents en plus compétents et les très compétents en particulièrement compétents. Donc c'est plutôt ce saut et que bon, il y a bien sûr une place pour ceux qui sont déjà très forts à l'entrée. Et donc, il y a une pédagogie spéciale à donner pour eux. Mais moi, ma vision, c'est plutôt, j'essaie de voir, en ce moment, il y a 100 000 bacheliers qui sortent chaque année, tout domaine confondu, général et technique. Mais sur ces 100 000, en fait, à l'entrée du CP1, c'est 2 millions. Donc, si vraiment il n'y a aucune perdition du CP1 jusqu'au bac, on est censé avoir au moins 1 million de bacheliers. Donc, si l'État continue ses efforts en ce moment, on est censé avoir 1 million de bacheliers, donc c'est fois 10. Donc, des écoles 42, des HEI, tout ça, c'est encore très petit. C'est très loin de suffire. Et même nous, avec toute notre bonne volonté du monde, quand ces chiffres-là arriveront, notre démographie explose. En 2050, on sera doublé. Même nous, si on était les seuls sur le marché, je ne pense pas qu'on puisse tout adresser. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait tous ces acteurs. D'une certaine manière, je pense que ça montre que vous êtes dans le vrai, enfin, vous n'êtes pas trompé, tu vois. Genre, je pense, quand des entreprises qui ont une renommée internationale comme ça, tu vois, se positionnent sur le créneau sur lequel vous êtes, c'est que voilà, c'est que c'est bon, les analyses étaient bonnes, quoi, tu vois. Oui, ça veut dire que enfin le monde donne un peu plus d'intérêt domaine, à notre domaine et à nos personnes surtout, nos compétences. Et d'ailleurs, c'est quoi avec HUI, l'idée aujourd'hui, c'est est-ce que vous, par exemple, vous vous dites vous êtes entre vous là dans le bureau là, que vous faites suivi mensuel, vous dites bon allez, faut vraiment qu'on soit les meilleurs là sur Mada, faut que nos gars là qui sortent de là, enfin nos gars et nos filles qui sortent de là, bah voilà, qui dominent tous les autres des autres instituts qui soient publics ou privés, ou est-ce que vous n'avez pas forcément cette vision dont on va dire on veut vraiment sortir les numéros 1, mais on veut sortir des personnes voilà qui ont juste les compétences nécessaires. Vous voyez, je veux dire, l'approche est un peu différente, quoi, parce que d'un côté, vraiment, tu veux être là, tu vois, et de l'autre côté, ben, tu veux juste sortir et voilà.
Alors, je pense, pour nous, vraiment, notre mission, avant tout, c'est vraiment de propulser, au fait, le talent des jeunes malgaches. Parce que c'est là où on est certain, on est convaincu qu'on a le talent nécessaire par rapport à ça. Et c'est vraiment, au fait, de mettre ce talent-là au niveau, dans le scène international, au fait, que tout le monde voit un peu cet aspect de Madagascar. Alors, pour la question de numéro 1, vraiment, je pense pas que... Alors, on se partage pas vraiment l'idée d'être le numéro 1, le number one, au-dessus de n'importe quel autre institut. Encore une fois, notre focus, c'est vraiment de se dire que chaque jeune, au fait, qui sort une fois dans le marché, bah, tout le monde va être juste bluffé, satisfait des compétences et du talent qu'il a. Et c'est comme il a dit tout à l'heure, c'était un peu, tu vois, il y a le talent qui entre, bah, c'est pour sortir un truc totalement wow. Après, ça, c'est mon avis. Lou, est-ce que... Ah, c'est fou quand même, hein, parce que vous avez bien vu que moi, j'ai rien dit, j'ai bien écouté, mais je suis complètement d'accord. Et on n'a jamais discuté de ça. Ok, d'accord. Donc, bon, bien sûr, on aimerait bien être numéro 1 comme tout le monde, j'imagine, mais c'est pas l'objectif. L'objectif number 1. Cool. Voilà, absolument. Non, nous vraiment, ce qu'on veut, c'est continuer à faire 50% d'insertion avant 6 mois avant la licence. Si on fait 100% d'insertion à la licence, qu'on soit number 1 ou number 8, franchement. Ok. Ça, c'est par rapport à la chute de la dernière fois. Où on a été classé 8e. Ouais, c'était très récemment d'ailleurs, je peux avoir vu. Quel est mon score, hein. Moi, je suis bien satisfait. Oui. Non, j'ai pu participer un peu aux présentations. C'était clair. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'IA pourra remplacer le travail des devs? Non. Pas du tout. Ouais. Alors, même si Sam il arrive à faire son ordi là à 100 milliards là, ou je sais pas si il a un projet un peu fou là dans le sens. Ouais, je pense que moi pas du tout. Et la quasi-totalité de mes collègues qui sont seniors, et c'est important, qui sont seniors, qui ont déjà passé beaucoup de temps sur le domaine, mais en fait, on se dit juste, c'est absolument impossible qu'une IA puisse remplacer toute cette complexité qu'on a. Y compris ceux qui font l'IA eux-mêmes. Donc, bien sûr, ça a beaucoup d'impact dans le sens où il y a les tâches les plus basiques qui sont remplaçables par l'IA, et tant mieux. Mais ce que ça va surtout permettre, c'est une recentralisation de l'effort du développeur sur les choses qui apportent le plus de valeur et où il y a la plus grande complexité. Mais imaginez que l'IA va remplacer toute cette complexité, c'est complètement utopique, et c'est très important de le dire parce que ce constat, il est quasiment unanime au sein des développeurs, on va dire, confirmés. Mais les développeurs qui n'ont pas encore eu suffisamment de recul, ils s'inquiètent très facilement, se disent moi j'ai commencé mes études il y a 1 an et puis on me dit tout de suite que je vais être remplacé. Ça va être remplacé. Non, vous serez pas remplacé. En tout cas, vous serez pas remplacé tant que vous continuez à travailler sur les choses où il y a le plus d'impact et le plus de complexité. Après, si vous travaillez sur des choses très basiques, oui, bien sûr. Notamment actuellement, la création de sites web avant, il y a quelques années, c'était des compétences d'un développeur. Là, tu track and drop beaucoup de services proposés. Et ça, en particulier, par exemple, c'est le genre justement de métier qui pourrait être justement supprimé d'une certaine manière. Il suffit qu'on dise à un IA, généralement un site web, et il va te générer un site web, Mais comme on dit tout à l'heure, c'est vraiment dans la complexité, par contre, de certaines tâches, là, c'est impossible. Là, c'est vrai que, par exemple, maintenant, on a les WordPress, on a les Wix, on a tout ça. Mais avant ça, il fallait vraiment des compétences des gens spécialisés, alors que maintenant, c'est presque à la disposition de tout le monde. C'est un peu dans le domaine du graphisme numérique. Là, avant, il fallait absolument maîtriser Photoshop. Aujourd'hui, t'as genre Canva, tout ça, qui propose des outils où tu peux effacer le background en un clic, tu vois. Alors qu'avant, c'était réservé à des gars qui, voilà. Bien sûr. Ouais. C'est ça. Moi, je voulais vous demander, aujourd'hui, quel a été, ce que vous estimez être votre plus grand échec et qu'est-ce que ça vous a appris?
c'est moi qui commence. Comme ça, il y a le temps de réfléchir, tu vois. Mon plus grand échec, je m'en souviens parfaitement, c'était mon bac. C'était mon bac, et donc toute ma scolarité, toi tu parlais de numéro 1, j'étais tout le temps numéro 1, premier de la classe, j'ai sauté beaucoup de classes, j'arrive au bac 14 ans, série C, la crème de la crème. Tout le monde me dit oui, toi tu vas avoir mention très bien. Et à l'époque, j'ai fait mon bac en tir AB. Et un tir AB, à l'époque, n'avait pas encore eu de mention très bien sur la série C. Donc ça, c'était en 2008. Ah oui. Et tout le monde disait, toi, tu seras la première mention très bien série C du bac. Et le bac sort et mention assez bien. Et là, c'était bon là, j'en rigole parce que je me dis que c'est idiot d'avoir fait autant de drama pour ça. Mais à l'époque, je veux dire, tu as 14 ans, tu as passé toute ta scolarité à être le premier. On t'a dit tout le monde autour de toi, tu es le meilleur, tu vas faire mention très bien, machin. Donc toi, même toi, tu y crois en fait à la fin. Mention très bien, vraiment, j'ai l'impression que le monde s'écroule, c'est la fin. Je vais rien faire d'exceptionnel dans ma vie. Et ça, mine de rien, j'ai mis quasiment 2 ans à me remettre. Pendant 2 ans, je ressassais ça intérieurement, en train de ruminer contre moi-même, en disant pourquoi. Et comment t'as fait pour passer outre et te dire, ok, là c'est bon, parce que je commençais à être un peu bon en informatique. Parce que même au début, tu commences à toucher les billets là et tout. Non, finalement ça va. Là c'est bon, c'est bien. Non, parce que c'était encore au L3. C'était encore au L3 et alors nous L3 en ce moment on touche des billets. Mais moi à l'époque non. Moi non. Donc moi en plus le truc c'est que non seulement j'ai eu cet échec du bac. Enfin, échec. C'est pas du tout un échec, en fait. Maintenant, je le considère plus comme échec. C'est complètement une insulte envers ceux et celles qui font beaucoup d'efforts pour, donc, mais pour moi, à l'époque, c'était un échec. Et non seulement il y avait cet échec, mais en plus, dans l'informatique, j'étais nul, quoi. Ah ouais? Ah oui, j'étais nul. Enfin, mais mes bons étudiants L2 et L1, L2 en ce moment, ils m'éclatent si à l'époque. J'étais à des années-lumière de ce que ils peuvent faire. Donc non seulement j'ai eu mon bac assez bien, mais en plus l'informatique, j'étais très loin de mes années de gloire, être major, machin. Et le jour où j'ai commencé à avoir le déclic dans ma tête sur ah oui, en fait c'est comme ça que l'informatique marche, c'est là que j'ai commencé à reprendre un peu plus confiance en moi et à un peu voir un peu plus de recul. Oui, mais finalement c'est pas si grave, la vie reprend. J'ai encore 50 ans de carrière devant moi. C'est quoi le truc peut-être que tu as compris par rapport à l'informatique qui a fait que t'es passé de niveau 1 à niveau 10 enfin, quand je dis le déclic, souvent, dans ce genre de choses, ça se fait plus qu'à, par exemple, j'ai sauté de la 9e en 7e, donc du CE2 au CM2. T'as sauté direct? Ouais. Du CE2? En CM2. Ouais, t'as sauté la CM1, donc, du coup. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai sauté la CM1. Ah, je crois que t'avais sauté 2 classes d'un coup. Je dis, ah ouais, là, franchement, et j'étais nul en problème. J'étais nul en problème, et à quel point j'avais des 0 sur 40, quoi. Donc, je sautais, bravo, très fort, et puis, bam, 0 sur 40 en problème. Et là, à la fin du CM2, j'ai quand même fini par avoir 40 sur 40. Et j'ai eu 18 de moyenne au CEPE. Mais il y avait cette sorte de déclic entre le 0 sur 40 et le 40 sur 40. C'est progressif, j'ai pas fait 0 et 40 d'un seul coup, mais ça monte petit à petit à force de travail et à force d'ingurgiter les réflexes petit à petit. Donc, il n'y a pas un réflexe particulier, il y a des tas de petits réflexes. Et je pense que, bon, autant sur les problèmes, ça m'a pris 1 an pour intégrer les réflexes, autant sur l'informatique, ça m'a pris 2 ans. Donc, bien sûr, je désespérais sur ma mention assez bien, mais il n'en reste pas moins que je continue à bosser comme un fou. Donc, ça, c'est un truc que c'est une maladie, mais aussi une force. Mais ça montre aussi que le travail paie. Donc, tu peux être au fond du trou, il y a le travail, tu peux t'accrocher.
Peut-être juste avant que tu répondes, je vais vous demander, vous trouvez que c'est... Comment est-ce que vous trouvez le système de notation dans le système scolaire classique, justement le fait d'être noté sur 20 et que généralement quand on est enfant ou adolescent, du coup, quand on reçoit une mauvaise note, du coup, effectivement, on a ce côté où on se sent pas bien, pas à la hauteur. Et alors que bon, je pense par exemple ce que tu partageais tout à l'heure, ça montre, et ça je pense qu'il faut souligner pour les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, que on peut effectivement avoir aujourd'hui une note de 0, mais qui, au fait, ne nous définit pas et qui ne va pas forcément, dans une certaine mesure, peut-être, mais pas forcément définir non plus notre avenir et ce qu'on va pouvoir faire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, t'as à la tête de plusieurs boîtes, tu vois, genre, bon, ça va, tu vois. Et vous en pensez quoi, vous? Juste avant que tu répondes, du coup, sur la question. En fait, je pense que ça va justement aussi répondre à la fin à ma question, à mon propos. Tant mieux. Et d'ailleurs, en même temps, tu vas peut-être rire. Alors, il y a des anecdotes que Lou vient de raconter, que je viens d'entendre. Mais bizarrement, en fait, c'est quasiment le même parcours pour nous deux. Et même dans l'échec, je veux dire. Ah ouais, ok. Parce que moi aussi, jusqu'au collège, j'étais toujours premier. C'était ancré, notamment j'ai sauté les classes tout le temps. Je sautais la classe de 4e, je sautais la classe, tu vois, un truc dans ce genre. Mais à partir de la classe de seconde, c'était un tout nouveau environnement pour moi. Bizarrement, ça, j'ai commencé à dégraisser. Donc c'était un peu ça le truc. J'étais tellement habitué à avoir des 17 au collège, tu vois, que une fois j'ai eu un 15 de moyenne, j'ai eu peur comme pas possible de te l'annoncer à ma mère, tu vois, pour te dire à quel point pour moi c'était j'ai 15 de moyenne, c'était un peu ça le truc. Mais à partir du lycée et surtout une fois entré en université, alors c'est là où je dis c'est pas j'ai rien copié par rapport à lui, mais j'étais un très mauvais étudiant. Alors quand j'étais au CNAM, là ça m'allait un peu plus le système, là où justement c'est pas totalement des notes parce que c'est un peu plus orienté résultat professionnel, parce que pour eux c'est un peu ça le système. Par contre à l'ITU, là où c'est plus académique, pour dire la L2 je l'ai raté, mais j'ai pu au fait il y avait aussi un peu le déclic du coup en L3 où c'est un peu bizarre, ça arrive toujours après 2 ans en quelque sorte dedans où on a ce déclic et au fait tout nous semble très clair, tout nous semble tellement simple, et d'avoir réussi à passer ça, certes c'était encore moyen, hein, c'était plus les 16 les 17, c'était des 12 des 13, pour dire que dans la notation commune, tu vois, si on regarde un 12 de moyenne passable, c'est bien, c'est très limite, quoi. C'est ça. Et c'est pas pour autant qu'actuellement, comme il vient de dire tout à l'heure, on a pu créer un système de néopente. C'est quand même quelque chose de très, très critique. Pourtant, j'ai eu un 12. T'as eu 12, mais quand même, en même temps, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas aussi une justification pour dire de ne pas travailler correctement, de pas obtenir les notes. Par contre, ça reflète pas forcément ce qu'il y a en réalité. Et donc, voilà. C'est pour ça que voilà. Les échecs, c'est généralement du coup dans ce cursus. Bon, toi, je te poserai pas la question, du coup, dans ta vie, c'est qui t'inspire le plus? Parce que je crois que c'est ton frère, du coup, quand on voit vos parcours. On sait pas. Mais si, en vrai, justement, il était, je me rappelle, le modèle, tu vois. Merci. Depuis toujours. Ça a fait quand même. Heureusement que t'as eu un bon parcours, parce que si t'aurais fait comme modèle et que tu serais parti à l'ouest. Oui, heureusement que tu m'as pas connu dans mes 0 sur 40. Parce que... justement, c'est ce que je dis, je vais écouter ça là maintenant, mais peut-être si je l'avais entendu ça à l'époque. Oui, tu peux demander à maman, mais je me suis fait, ouh là là. Justement, c'est intéressant, je pense, parce que là, vous avez eu un parcours, je pense, si on regarde la moyenne, au moins, jusqu'au bac exceptionnel. Bon, moi, je connaissais personne avant vous qui a eu son bac à 14 ou 15 ans. C'est quoi, il y a un truc, il y a des exercices que vous faisiez à la maison, vous donnez à manger des trucs en particulier, ou c'est quoi, je veux dire, le truc qui faisait en fait que, pas une fois, mais 2 fois, du coup, à 15 ans et moins, vous avez eu le bac. Ou je veux dire, ou est-ce que bon, c'est à la maison, du coup, les parents ils disaient, bon, si t'as pas ton bac avant 15 ans, bon, c'est technique, quoi. Non, je sais pas. Il y a pas de... Je sais pas. Je pense pas qu'il y a un truc particulier qu'on fasse. Et je tire... par exemple, en termes de QI,
Ça, c'est un exercice que je fais souvent. Mhm. J'ai un QI parfaitement moyen. Ok. Enfin, je sais pas ce que ça vaut comme mesure de l'intelligence, mais en tout cas, c'est assez connu comme mesure. Donc, de temps en temps, je me dis, oui, peut-être que si ça se trouve, j'ai le QI d'Einstein. Il paraît qu'Einstein a 133 de QI, mais en fait, non, je suis absolument, incroyablement moyen. Par contre, je bosse comme personne. Alors, s'il y a quelque chose, s'il y a un truc dont je suis fier, c'est ma capacité à travailler. Ouais. Et ça, je pense, c'était peut-être ça, au fait, ce qui s'est passé à la maison, mais on n'était pas conscient. Tu vois, c'était pas un apprentissage ou une méthode particulière. Mais notre mère, en fait, c'est vraiment, en fait, ça vient de là. Oui. Ma Elle mère, bosse comme personne aussi. elle bosse comme pas possible. Ouais. Vraiment, c'est jusqu'à ça arrivait, tu vois, elle arrivait tout le temps à 22h, à 23h du soir parce qu'elle travaillait. Et peut-être ça nous a influencé inconsciemment. En fait, et ça nous a fait pousser à travailler beaucoup parce que actuellement c'est un peu un de nos facteurs de succès vraiment, le travail. Bien sûr. Là-dessus. Super. Ouais, c'est l'idée par l'exemple en fait, hein. C'est ça. C'est ok, non, c'est super et je pense que là aussi, c'est un message, je pense, qui est important de transmettre aux jeunes, c'est que le succès overnight ou les vidéos YouTube où le gars il dit il a fait 1 million en 48 heures, bon, tant mieux pour lui s'il l'a fait, mais normalement, généralement, voilà. Statistiquement, ça s'appliquera pas à tout le monde. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de travail et parfois ça passe par des moments, voilà, qu'on peut considérer d'échecs, mais qui au final s'avèrent des apprentissages. Et ouais, bah, persévérer. Et d'ailleurs, vous pensez que si jamais, si vous aurez dû choisir, si vous n'auriez pas étudié et travaillé dans le monde de l'informatique, vous aurez pris quoi comme domaine Ah, moi, l'informatique, c'était pas du tout mon plan de départ. Hein. Ouais. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Non, pas du tout. On m'y a presque forcé. Mais je suis content qu'on m'y ait forcé parce que j'avais pas suffisamment le recul. Surtout que après mon bac, j'étais complètement au sol et puis bon, j'avais aucune projection quoi. Aucune projection et ce sont mes parents, ma mère et mon oncle qui m'ont dit en fait l'avenir, en tout cas professionnellement, là où il y aura le plus de chances de bien gagner sa vie, c'est l'informatique. Et puis bon, je l'ai fait un peu à contre-cœur, mais au début, je voulais être musicien, philosophe, écrivain. On a pu parler de beaucoup de choses du coup en fait. Oui. Donc des choses très loin de la technique au sens ingénierique, donc très loin des mathématiques, très loin des physiques. J'adorais tout ça, les mathématiques, les physiques, mais j'adorais encore plus lire, écrire. J'écrivais beaucoup d'histoires quand j'étais au lycée. Tout ce qui touchait aux émotions, tout ça, c'est tout ça qui me passionnait. Et puis bon, on m'a dit oui, mais tout ça c'est bien, mais bon, si tu veux gagner sa vie, c'est informatique. Donc il y a pas assez de billets là. oui. Donc, non, mais je regrette pas du tout le fait qu'on m'ait forcé à faire de l'informatique. Et je suis même reconnaissant dans le sens où maintenant j'arrive à revenir à toutes ces passions que j'ai citées. Je fais beaucoup de piano en ce moment. J'écris beaucoup aussi, donc ça ne m'a pas du tout empêché et alors que je pense que l'inverse aurait été compliqué. Ouais. Genre t'écris, tu fais du journaling ou est-ce que t'écris un roman par exemple ou Alors oui, tu fais tes mémoires par exemple. Voilà, j'écris mes mémoires. Alors pour si, ah c'est vraiment ça, ok. Oui. En plus j'ai passé le cap de mes 30 ans il y a pas longtemps. Ouais. Donc j'écris un petit mémoire de 30 pages, 30 ans pour faire un peu une récapitulation de ma vision de la vie sur ces 30 ans. Donc c'est le genre de choses que j'aime bien. Alors c'est complètement personnel, mais peut-être que je le publierai un jour. Okay. Mais ce genre de choses, tu vois, je pense que je peux le faire justement parce que j'ai fait l'informatique, que je peux me dégager du temps. Je sais pas, je dis pas que j'aurais pas pu, mais je sais pas si j'aurais pu le faire si j'ai pris une de ces voies. Okay. Ouais. Pour ma part, en fait, c'est très difficile parce que tu vois, t'es l'âge de 6 ans, du coup. Pour moi, c'était tracer l'informatique, en fait. Je me voyais vraiment pas du tout faire autre chose. Alors, actuellement, un peu plus tard, comme je l'ai dit, du coup, j'ai un peu plus continué dans le management et dans le business. Je pense un truc, mais ça, c'est une réponse. Pour moi, actuellement, c'était pas moi après le bac. Là, je pense que ça aurait été flou totalement.
Mais là, je pense que, alors c'est un cliché qu'on dit tout le temps en informatique. Peut-être il est temps de commencer l'agriculture. Ah, Parce qu'on va être remplacé par l'IA, tu vois. C'est un peu ça le truc. Mais là, en vrai, avant c'était juste des clichés comme ça. Mais pour moi, je pense à un secteur qui pourrait vraiment m'intéresser. Mais ça, c'est actuellement quand je vois les opportunités, comment ça se passe vraiment. Et c'est peut-être aussi un peu grâce au mindset qu'on a pris en informatique, parce que là où tu résous tes bugs, tu déroules tes algorithmes. En fait, j'ai pris ce mindset-là, et c'est peut-être ça que je rapporte et j'applique, au fait, par exemple, le domaine de l'agriculture, dans la business. Ouais. Et je pense que je vais aussi retrouver là, avec Et genre, tu te vois plus, genre, faire, par exemple, élever des poulets et des canards, ou plutôt, je sais pas, utiliser des drones, en fait, pour, évaluer en fait la qualité des terres et des semences, tout ça. Bah non, ce sera vraiment dans l'agriculture, enfin pour les nafis. Vas-y quoi, ouais, vraiment, genre, ok, ouais, dans la riziculture, ok. Dans la pisciculture, tu vois, dans tout ce qui touche ces domaines-là. Tu sais que Bill Gates a une énorme partie de son patrimoine dans l'agriculture. Ça se trouve, ce sera le prochain. Oui. Alors les gens associent tout le temps Bill Gates à Microsoft, mais en fait, c'est pas ce qu'il fait là. Enfin, c'est plus. À l'époque, oui, mais maintenant, il s'est beaucoup diversifié et une grosse partie de son patrimoine, c'est l'agriculture américaine. Après, je pense notamment, c'est que vous en parlez tout à l'heure, quand on regarde l'évolution démographique, bon, notamment à Madame, et je pensais que ça concerne tout le continent africain, au moins, c'est que, la population va rapidement monter, elle monte déjà très vite dans beaucoup de pays, et il faut nourrir, du coup. Ces personnes-là, il faut les éduquer. Du coup, ça va, vous êtes sur les bons créneaux, là. Hein. Voilà, faut tout le temps se dire qu'on sera le double en 2050. Hein. Et c'est à la fois un gros défi, mais aussi de grosses opportunités. On sera le double en 2050, mais ça, c'est locaux à quelques pays africains. Sinon, dans tout le reste du monde, on va décroître. Donc, il y aura une décroissance démographique dans 150 pays du monde sur 200 d'ici 2050. Donc, quand même, les trois quarts. Ok. Les trois quarts, donc d'ici là, seront en décroissance. Il y aura de gros problèmes de main-d'œuvre d'ici là, partout dans le monde, dans ces 150 pays de main-d'œuvre qualifiée. Et nous, la main-d'œuvre, on l'a. Vous êtes optimiste pour l'avenir, du coup, quoi. Ah oui, très, bien sûr. Très optimiste. Même pour Mada, parce que généralement, c'est ce qu'on dit souvent par rapport à la situation actuelle à Madame. Alors, il y avait des stats que j'ai eu très récemment, notamment qu'actuellement, on a 65% de la population malgache qui a entre 15 et 25 ou 30 ans. C'est 25. C'est 25. 64% à moins de 25, Voilà. Et ça veut dire, au fait, que on est très jeune comme population. C'est une force. C'est ça le truc. Là où, généralement, on associe la jeunesse à l'incompétence, au manque d'expérience, etc. C'est un truc que nous, ça nous est arrivé, enfin, les sous-entendus avant, tu vois, parce qu'on est une équipe très jeune. La jeunesse, est-ce que c'est vraiment le bon moment? C'est fiable, justement. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour se lancer dedans? Mais quand on a les chiffres, alors les chiffres ne mentent pas, c'est 65% de la population malgache. Et par rapport à ça, obligatoirement, c'est vraiment la population jeune. Du coup, c'est ceux-là, les jeunes, qui peuvent vraiment agir. C'est notre première richesse. C'est notre première richesse. Et c'est comme ça qu'on nous, par exemple, au sein de HUI, on se dit, notre ressource principale, ce sont nos étudiants. Ce sont nos clients, mais en même temps aussi, ce sont nos étudiants, parce que eux, c'est la jeunesse. C'est avec nous. Et c'est ça qui va faire des changements. Et c'est vraiment comme ça que nous raisonnons. Yes. Alors, on approche de la fin de la discussion, mais moi, je voulais savoir, ce serait quoi, avant de quitter ce monde, la chose que vraiment vous aimeriez accomplir? J'espère que les réponses seront pas pareilles, parce que du coup... Je te laisse quand même. Ouais, maintenant, c'est à ton tour. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vraiment accomplir avant de quitter ce monde? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais vraiment un truc. Un truc. Que ce soit pro ou perso. Alors, je pense que ce sera un peu plus pro. Dans la lancée où je me suis mise, au fait, de commencer du coup l'entrepreneuriat, j'avais combien? 20 ans 19, 20 ans. C'est au moins, alors je dis au moins, avoir
un centième de ce qu'a réussi à faire Elon Musk. Donc, au niveau de business, l'aspect business, Ok. par exemple. Genre, mais sur cet aspect-là, c'est quoi? C'est par exemple le nombre d'entreprises créées, le nombre d'employés, la fortune, c'est la valorisation de tes boîtes, c'est quoi qui t'intéresserait le plus? Avant même la valorisation et tout ça, en fait, c'est l'impact, parce que pour nous, c'est vraiment la philosophie qu'on prône et que moi, personnellement aussi, je continue toujours à garder. Alors, l'impact commence par toi-même. Donc, oui, il y a l'aspect financier, tout ça et tout ça et tout ça, mais aussi l'impact par rapport aux autres. Donc, quand on parle d'impact, justement, la création d'emplois, actuellement, personnellement, vraiment, je le dis, tu vois, quand on arrive à signer des contrats, c'est surtout le fait de pouvoir créer un emploi en plus pour les étudiants. En fait, cette satisfaction, tu vois, c'est un truc en plus qu'on a, plus que de, enfin, il y a les chiffres, bien sûr, et t'es content quand on banque il est gonflé, mais... Les étudiants aussi, mais d'ailleurs. les étudiants aussi. Mais c'est ça, au fait, vraiment, de pouvoir emmener tout ce monde-là ensemble. Ok. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus aussi, même un centième de ce qu'il vaut Elon Musk, c'était confortable quand même. Même un millième. J'ai envie de dire, même un millième, c'est confortable. Même 10 millièmes, je crois que c'est un millième, ça reste 200 millions de dollars. Après, c'est surtout de ressentir, au fait, comment ça fait cette situation. Et tu penses que, mais tu voudrais faire uniquement Mada ou est-ce que tu aimerais go alors, principalement à Mada. Alors, je dis principalement parce que pour moi, à Mada, c'est vraiment encore tu vois, s'il y a l'opportunité là, il y a le besoin qui est là, il y a tout ça qu'on peut avancer. Mais je ne dirais pas que je suis pas aussi ouvert aux autres. Parce que comme on avait dit tout à l'heure, tant que la projection actuelle est pour, on va dire, moyen terme, je me projette toujours à Mada. Mais, sur le long terme, ça, c'est, voir. Ça marche. Et puis, je tire, je pense que pour investir dans des pays comme Madagascar, en tout cas pour moi, peut-être que c'est ton cas aussi, il y a quand même aussi un côté sentimental, un côté affectif qui, mine de rien, est un moteur incroyable pour surmonter les difficultés. Je veux dire, si t'as pas ce côté affectif et sentimental, c'est très facile de se dire ah oui mais il y a tellement de difficultés que ouais c'est vrai qu'il y a les opportunités là mais les difficultés sont encore plus importantes donc je suis parti et que mine de rien cet attachement te fait ouais je suis là je reste je continue. Moi ce que j'aimerais accomplir avant de partir ça serait HEI en fait. Ça serait moi, en gros, toi, tu peux partir en paix, là, quoi. Enfin, je te souhaite pas, mais moi, je dis pas, voilà, mais vu qu'Achou, il a passé le cap, voilà, donc, je oui et non parce que alors HEI a passé le cap de sa survie pour quelques années, ça c'est sûr. Pour quelques siècles, question. Okay. Et moi, quand je dis ça, je pense à Harvard qui existe depuis 4 siècles, je pense au Collège de France qui existe depuis 5 siècles, je pense au Saint-Collège, le Saint-Michel qui est aussi là depuis quelques siècles. Et donc nous on existe depuis 3 ans. Donc tu vas jamais partir en paix en fait. Non, c'est plutôt est-ce que avant que je parte j'aurais réussi à transmettre cette flamme qui m'a moi-même motivé à lancer alors pour l'instant c'est une entreprise familiale donc on est les deux seuls associés. Ma dernière question, je pense, par rapport à ça. Ouais. Donc pour l'instant, c'est une entreprise familiale. On est les deux, mais et on reçoit régulièrement des demandes d'investisseurs pour entrer dans notre capital. On n'est pas fermé sur la question, mais c'est plutôt que on est assez patient. Voilà, patient. On a besoin de capital patient. On veut pas de gens qui veulent faire du hit and run. Oui, genre un ROI dans un an, ils veulent doubler le truc. Voilà, parce que bon, déjà, on n'a pas de problème de trésorerie et surtout que notre ambition, c'est vraiment voilà. En tout cas, je parlais de Harvard sur des siècles. Ça, c'est mon genre d'ambition. Moi, je pense qu'on peut construire des choses absolument incroyables. On peut avoir un rayonnement incroyable. Je veux dire, en 4 à l'époque, 1960-1970, c'était
la meilleure université de toute l'Afrique. Ouais. Moi, je pense qu'on peut revenir à ce genre de... Mm. Alors là, du coup, est-ce qu'on sera numéro 1? Mais c'est mais c'est plutôt dans le sens, est-ce qu'on arrive à avoir ce rayonnement énorme, cette existence énorme, et donc cet impact énorme, plutôt en ce sens. Donc, si j'arrive à faire, même si je réussis pas, mais si je vois que la route est bien tracée pour que HEI y arrive après moi, je serai content. Ok. Effectivement, ma dernière question, je le disais tout à l'heure, ça concerne le fait que justement, aujourd'hui, c'est un business familial que vous avez financé sur fonds propres du coup, ou est-ce que vous avez fait un prêt à la banque par exemple sur fonds propres et sur préinscription. Sur fonds propres et préinscription avec les 60 du coup qui se sont préinscrits. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que vous dites que donc vous n'êtes pas forcément dans le besoin, en tout cas par rapport à la trésorerie, de faire entrer d'autres partenaires dans le capital de HEI. Vous dites que vous n'êtes pas fermé à l'idée, mais d'un côté, est-ce que d'un côté, il n'y a pas la fierté de se dire genre, alors fierté mal placée ou pas, ça c'est à voir, je sais pas, mais c'est pas à moi de le dire, mais de dire on l'a fait tout seul. Est-ce que je veux dire, vous préférez vous dire on l'a fait tout seul, juste toi et moi, frérot, ou bon, effectivement, bon, on l'a fait avec d'autres et bon, tant que l'impact est là, on s'en carotte. Mais je veux dire pour vous personnellement, en tant que Lou, en tant que Ryan, pour tout ce qu'il y a dedans, c'est quoi l'idéal? C'est-à-dire, on l'a fait à deux ou est-ce qu'on l'a fait à plusieurs peut-être? Alors, juste parce qu'on le dit tout le temps là, t'as répété à plusieurs reprises, tu vois, on l'a fait à deux. Alors, on a quand même, comme on a dit tout à l'heure, déjà notre équipe qui travaillera en collaboration avec nous et étroitement, qui sont à fond et qui est quand même, enfin, qui sont vraiment des facteurs de succès aussi de ce qu'on a actuellement. Mais alors personnellement, alors il y a vraiment l'attachement parce que quand même HEI c'est un peu notre bébé, donc c'est ça le truc. Oui, justement, oui, c'est ça. Bien sûr il y a ça, donc il y a comme cette relation, tu vois, un peu comme entre un parent et son enfant, où qu'importe si tu vas donner la carte à quelqu'un d'autre, il y aura toujours cet attachement. Et ça on pourra jamais l'enlever. Encore une fois, un parent, un enfant. Mais voilà. Au fait, personnellement, d'introduire d'autres personnes, même tu vois pour la croissance, au fait de se dire que il faut que pour grandir justement, non, pour grandir vraiment, il faut qu'il y ait un environnement, des facteurs externes qui influencent sur dedans. Parce que peut-être on a beaucoup de similarités, on a des visions peut-être très similaires. Montrer d'une autre personne, d'une autre entité qui apporte peut-être un changement dans le mieux, en mieux du coup, ça pourrait impacter du coup positivement. Mais c'est là où c'est très délicat parce qu'effectivement un de nos gros facteurs de succès c'est notre alignement à lui et moi. Donc le fait de faire entrer des gens dans le capital, bon, qu'ils soient décisionnaires ou pas, bon, ça fait toujours des gens en plus qui donc soit on est parfaitement aligné ou même si on n'est pas aligné, nos contradictions sont bénéfiques, soit nos contradictions vont complètement détruire cette entreprise. Donc c'est pour ça que on n'est pas fermé à la question. Je pense qu'il y a un potentiel énorme à Madagascar et dans tout le monde entier. Mais c'est, je pense, un choix extrêmement critique. Et je pense que le choix le plus critique que j'ai fait dans la construction de HEI, c'est de le choisir comme associé. Et donc, le deuxième, si on fait entrer quelqu'un, ça veut dire qu'on est en train de faire le deuxième choix, le plus critique. Donc, ça se fait pas... Finalement, j'ai quand même une dernière vraie question. Il y a certains entrepreneurs qui estiment que, en fait, le but d'entrepreneur, c'est créer de la valeur, aussi pour lui. Donc, c'est monter une affaire, revendre l'affaire, faire un exit. Moi, je voulais savoir, alors je sais que vous êtes très attaché à HEI, vous voulez avoir l'impact, mais imaginons, demain, il y a quelqu'un qui vient, et bon, les gars, je sais pas, je vous donne 10 millions d'euros pour vous racheter l'entreprise, mais après, derrière, vous avez le droit d'éventuellement reconstruire une autre école derrière. Est-ce que vous le faites ou pas?
Tu l'as préparé, les trucs. Ouais, là, j'ai une idée à l'instant, là. Ah oui, c'est mon tour. Ah, ok. Désolé que ça tombe sur toi en premier. Alors, la réponse est très facile et pour être cohérent avec moi-même, si je vois que ce rachat ne va pas dans le sens de la pérennité ou du rayonnement que j'ambitionnais à l'instant, donc je vais avoir une école qui soit... Même pour les étudiants, ça serait moche pour eux de se dire, dans 5 ans, ils disent « Moi, je viens d'une école qui maintenant n'existe plus. » Parce que Bon, le gars, il met quand même 10 millions, quoi. Du coup, bon... Ouais, en théorie, le mec, il emmène le truc loin. Imagine, t'as toutes les garanties que le mec, il va pousser le truc loin, tu vois. Oui, ça oui, d'accord, ça oui. Okay. Bien sûr. Ok, avec cette condition-là. Bien sûr, c'est absolument critique. Donc, s'il n'y a pas cette condition-là, ça peut être 100 millions. Je vais pas du tout laisser mes étudiants comme ça en disant on m'a donné 100 millions, donc je vous vends pour 100 millions. ça fait quoi 250 000 têtes 250 000 donc, 250 000 euros par tête, ouais. Ok, ouais. Je pense que je m'aligne totalement avec ce qu'il a dit parce que le truc, c'est, il n'y a pas que la valeur financière, en fait, c'est ça. Comme on a dit, tu vois, on crée la valeur, justement, on transmet cette valeur aux étudiants. Et si jamais on vend, du coup, HEI, et que derrière, tout ça, en fait, on vend juste pour détruire le truc. Bah, eux, même pour eux, leur identité, parce que c'est un peu leur identité, en fait, de se dire que, ok, on leur a forgé avec cette valeur-là. En fait, ça n'existe pas parce qu'ils ont préféré, justement, comme tu dis, prendre 10, 100 millions. Ok, d'accord. Bah les gars, franchement, merci pour cette discussion super agréable. Je vous souhaite de réussir tous vos projets pro et perso, que vous puissiez aller là où vous souhaitez vous diriger. Donc voilà, beaucoup de succès à vous. Écoute, merci Axel, merci à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent et merci à BGM Podcast de Agency pour l'accueil merveilleux. Merci beaucoup.